Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter les images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill. Flashback sur Séance Radio. Ça, c'est le cinéma. Dans l'actualité de cette fin d'année, l'exposition Sergio Leone à la Cinémathèque française que nous évoquons en compagnie de Gianluca Farinelli, le commissaire de l'exposition. Nous reviendrons également sur l'œuvre inépuisable d'Alfred Hitchcock, honoré à l'Institut Lumière. Également au programme le cycle sur les Frères Lumière à la Fondation Pathé, les rétrospectives Elia Kazan et James Caan à la Cinémathèque française et les ressorties dans les salles des Chasses du Comte Zaroff, C'est arrivé demain et Y a-t-il un pilote dans l'avion ? L'événement de cette fin d'année, c'est l'exposition Sergio Leone à la Cinémathèque française qui se poursuit jusqu'au 27 janvier 2019, dans laquelle on retrouve les costumes d'époque des films de Leone, des extraits de scénarios, des maquettes de décors, des photos de tournage et de nombreux extraits de films. Un voyage dans la filmographie à la fois modeste, 6 longs métrages seulement, et colossal de l'un des plus grands créateurs de formes du XXe siècle, réinventant un langage cinématographique qui a inspiré tant de cinéastes depuis. Tout le monde connaît ses films, chacun peut fredonner les musiques inoubliables de son fidèle complice Ennio Morricone, il fait partie de l'imaginaire collectif. Revoir le duel final du Bon, la Brute et le Truand, le prologue d'Il était une fois dans l'Ouest, ou ce plan déchirant des yeux de Robert De Niro retrouvant les germes de son enfance dans Il était une fois en Amérique, provoque toujours d'intenses et d'inoubliables frissons. Pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir, depuis l'Italie, Gianluca Farinelli, directeur de la Cinémathèque de Bologne et commissaire de cette exposition. Gianluca Farinelli, bonjour. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'être avec nous dans Flashback. Alors, Sergio Leone, ce qu'on apprend, entre autres, dans cette exposition, c'est qu'il était quelque part un enfant de la balle, comme on dit. Son père était comédien et cinéaste et sa mère comédienne. En quoi la carrière de ses parents a-t-elle influencé la carrière du futur cinéaste Sergio Leone ? Une des points pour moi très importants de l'exposition, c'était justement de parler de l'enfance de Sergio Leone et du fait que, comme Tullio Kesich, grand critique italienne, a toujours dit, dans les passeports, Sergio Leone devait mettre à la place de la nationalité les mots cinéma. Parce que, comme vous avez très bien dit, son père était acteur et cinéaste. Il avait dû même changer son nom parce que ses parents ne voulaient pas qu'il devienne acteur. Et donc, il avait un nom d'acteur, Roberto Roberti. Et sa femme aussi était actrice. Et ils avaient même tourné en 1913 un film western qui s'appelle Vampire indienne, et dans lequel sa mère jouait et son père était le directeur. Sergio Leone a toujours pensé de faire le metteur en scène, grâce à son père qui a eu des problèmes à partir surtout de la fin des années 20, du début des années 30. Le fascisme lui avait empêché de continuer à travailler. Et donc, c'est possible que dans la tête de Sergio Leone, il y a aussi un peu le désespoir de son père de ne pas pouvoir travailler. Et ça correspond exactement à la naissance de Sergio et Sergio raconte que son père l'a amené à Cinecittà, ses amis étaient des metteurs en scène, étaient des acteurs. Et donc très très jeune, Sergio n'est pas seulement découvre le cinéma en salle, mais il découvre le cinéma qui se fait sur un plateau. Et puis, après la guerre, Sergio naît en 1929, donc à la fin de la guerre, il est tout jeune, et Sergio fait partie de ces Italiennes qui découvrent Hollywood et il reste subjugué de ce cinéma-là. Et le cinéma devient sa culture et sa façon de regarder les films, de regarder la vie. Et donc, dans l'exposition, on retrouve Sergio Leone, pas seulement assistant de son père très jeune, mais aussi sur le plateau de voleurs de bicyclette, où il joue un petit rôle
de jeunes prêtres, et il est aussi assistant bénévole de Vittorio De Sica sur le plateau de ces films incroyables. Et il dit, s'il y a un metteur en scène qui m'a vraiment auquel je dois beaucoup, c'est Vittorio De Sica. Et pourquoi? Parce que en regardant dans les plateaux, dans l'exposition, on a mis beaucoup de photos des plateaux de tournage, et on retrouve exactement comme faisait Vittorio De Sica, qui était présent dans tous les détails d'un film, qui vraiment jouait tous les rôles avant les acteurs et qui dirigeait les acteurs d'une manière extrêmement précise. On revoit tout ça dans les méthodes Leone, qui est présent partout sur le plateau, et qui notamment travaille énormément avec les acteurs en changeant leur façon de jouer. Parce qu'en effet, même les acteurs qui sont très fameux, comme le cas de Harry Fonda, est très différent sur les films de Sergio Leone. Il joue un rôle qui est pratiquement l'inverse du rôle qu'il a joué pendant toute sa carrière. Alors, après avoir été assistant pendant de nombreuses années, il passe à la réalisation, avec le western évidemment, et pour une poignée de dollars. Alors, on a souvent discuté de la place de Sergio Leone dans l'histoire du western. Quelle est-elle selon vous? Essentiel, parce que quand il arrive un poignée de dollars, le western est en train de mourir aux États-Unis, est en train de renaître en Europe, mais grâce au film de Sergio Leone, une nouvelle façon de regarder le West et de raconter cette épopée est née. C'est ça l'aspect le plus incroyable de l'aventure de Sergio Leone. Quelqu'un qui pratiquement ne parlait pas anglais, qui était vraiment un citoyen de Rome, du Trastevere, d'un quartier populaire, et qui avait admiré le mythe américain à travers les livres, à travers les films, et qui arrive à faire entrer la modernité en tout ça. Parce que dans le Ouest de Sergio Leone, il y a d'un côté la réalité, chose qui rarement était présente dans les films hollywoodiens. Il y a cette idée de la réalité très forte dans le Ouest de Sergio Leone, qui est le résultat d'une recherche dans tous les détails. Il y a une dimension viscontienne qui devient de plus en plus importante. Il y a aussi cet aspect dans la courte filmographie de Sergio Leone, que le passage d'un film à l'autre, c'est un passage énorme. À chaque film, Sergio Leone essaye de reconsidérer tout, de faire tout d'une manière plus importante, plus complexe, plus profonde. Oui, et s'il y a autant d'écarts, comme vous dites, entre les films, on s'en rend bien compte dans l'exposition, c'est qu'on découvre aussi, à un point qu'on ne soupçonnait peut-être pas, son obsession du détail et de la documentation pour ses films, qui pouvait lui prendre parfois des années. Absolument. Il travaille, les cas exemplaires, il était une fois en Amérique, il commence à travailler sur ses films en 1968, et les travail sur ces films, c'est au niveau de la production, de l'histoire, et donc il travaille avec plusieurs scénaristes pour approfondir des personnages ou de thèmes ou de couleurs qu'il avait en tête. Il change les acteurs, il recherche les acteurs, il change les acteurs, il change encore une fois le scénario. Les films deviennent de plus en plus monumentaux, mais en même temps, il se nourrit de recherche historique, donc de recherche de décors, de recherche sur les vêtements, sur les meubles, sur tous les détails, du film, qui est une espèce d'anthologie du XXe siècle, et
et dans lesquels on peut retrouver tout, des Proust jusqu'aux les grands peintres ou les grands photographes américains du XXe siècle. Tout cela n'était pas possible sur le tournage pour un poignet de dollars. Mais quand même, même sur un poignet de dollars, qui est un film qui est fait sans argent, parce que c'est fait avec l'argent épargné par une production de série B qui avait épargné un peu de films, un peu de sous sur un autre film qui avait été déjà tourné en Espagne. Donc vraiment un film misérable au point de vue économique, au point de vue du budget. Quand même, c'est un film qui est tellement plein de génie sur tous les détails et qui fait sa propre force, propre à partir de la pauvreté. Donc les décors sont trépés, mais ils sont construits d'une manière qui est pas seulement ingénieuse, mais qui est totalement, qui permet de développer au mieux l'histoire, avec un choix d'acteurs, de visages, de figures vraiment exceptionnelles, et avec l'invention du nouveau cinéma qui est fait avec les images et les sons. Et là, je vois un rapport très fort avec son père. Moi, je pense que le cinéma, le film de Sergio Leone sont la plénitude du cinéma sonore, mais il y a quelque chose qui vient aussi du muet, qui est l'importance des images, les valeurs des images. Chaque photogramme, chaque scène a une force visuelle, graphique, presque extraordinaire. Et tout est pensé, les choix des acteurs, les choix des costumes, des vêtements, des situations, de décor, tout est pensé pour une extrême simplicité visuelle qui donne une force exceptionnelle aux images, comme c'était dans le muet. Parce que cette force figurative du muet, du cinéma muet, qui était la seule force du cinéma, la grande force du cinéma muet, revient dans ces cinémas qui on peut dire c'est un des premiers grands postmodernes, mais qui sait utiliser au mieux l'histoire du cinéma. Alors, dans l'exposition, vous consacrez une pièce entière à Il était une fois en Amérique. Selon vous, est-ce son film le plus important et, comme certains le disent, et je suis le premier à le penser, l'un des plus beaux films du monde? Oui, je pense aussi. Je pense que c'est pas un film, c'est toute une vie, c'est un siècle, c'est un film d'une incroyable générosité, c'est un film dans lequel l'impossible arrive. C'est un film qui a changé la vie des gens qui ont participé. Moi, j'ai eu le privilège de pouvoir restaurer la version longue du film qui a été présentée à Cannes il y a quelques années. Et j'étais assise derrière Robert De Niro et James Woods. Et à la fin de la projection, ils n'avaient pas même la force de se lever. Et puis finalement, ils se sont levés, ils pleuraient tous les deux. Et ils ont dit clairement, c'est une partie fondamentale de notre vie. Ces films qui paraissaient ne jamais terminés et qui allaient tellement en profondeur en traversant la vie de tous et en touchant les grands thèmes pas seulement du cinéma, les grands thèmes de la vie. Est-ce que vous pensez que Sergio Leone a connu de son vivant la reconnaissance qu'il méritait? Parce que c'est tout l'intérêt aussi de cette exposition, c'est qu'on découvre ses influences picturales, ses influences littéraires, Shakespeare, Tolstoï ou Dostoïevski, entre autres. Donc c'était un homme très érudit aussi, et ce n'est pas forcément l'image qu'en avait tout le monde à l'époque, parce qu'il faisait aussi un cinéma franc, on va dire, direct, que certains à tort, à mon avis, ont qualifié de simpliste. Mais en tous les cas, est-ce que, évidemment, Sergio Leone est incontournable aujourd'hui? Est-ce que c'était le cas de son vivant? Et est-ce que aussi vous pensez, comme le dit Giuseppe Tornatore dans votre exposition, il pensait grand? Absolument. Il pensait grand et ça, je pense, c'est un des éléments fondatifs du cinéma. Le cinéma est grand. Puis on peut le faire très petit et ça peut être génial aussi. Mais quand même, une des armes essentielles du cinéma, c'est la grandeur. Et au fond,
c'est autour de la grandeur qui peut continuer à exister, le cinéma encore aujourd'hui, vu que chacun peut avoir son cinéma chez lui ou même dans sa main. Mais la grandeur d'une salle de cinéma, d'un écran, d'un spectacle vu avec beaucoup de personnes qu'on ne connaît pas dans les noirs, ça c'est le cinéma que nous avons connu et c'est le cinéma qui était dans la tête de Sergio Leone et bien évidemment dans la tête de ses parents. Et la carrière de Sergio Leone est très bizarre, c'est-à-dire une italienne qui réinvente le mythe américain et qui enseigne aux grands metteurs en scène américains de comment réécrire l'histoire de leur propre pays, qui a un succès énorme, qui est, on peut dire, c'est le cinéaste au monde plus imité. On retrouve continuellement dans le cinéma d'aujourd'hui, sud-américaine, européenne, extrême orientale, on retrouve des idées de Sergio Leone, des inventions de Sergio Leone, il avait tout copié, mais il avait su tout réinventer et il est extrêmement copié encore aujourd'hui. À l'époque, la critique, notamment la critique italienne, l'a considéré comme un cinéaste populaire sans beaucoup d'intérêt. Et la chose la plus étonnante, c'est qu'il n'a jamais reçu un prix important, pas même une candidature aux Oscars, rien. J'ai beaucoup voulu faire cette exposition en France, parce que la France est un pays qui a reconnu, dans lequel la critique a largement reconnu les valeurs du cinéma de Sergio Leone. C'est le pays du cinéma et je voulais vraiment commencer cette exposition que j'espère puisse traverser un peu le monde, qui l'année prochaine viendra en Italie, mais je voulais vraiment commencer en France, à Paris, parce qu'en Italie, encore aujourd'hui, on a du mal à reconnaître la valeur, la complexité du cinéma de Sergio Leone. Eh bien, l'occasion est donc parfaite pour aller découvrir cette exposition et voir à quel point Sergio Leone était un immense cinéaste. Merci beaucoup Gianluca Farinelli d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que l'exposition sur Sergio Leone se poursuit à la Cinémathèque française jusqu'au 27 janvier 2019. Merci beaucoup. Merci. J'ajoute que plusieurs ouvrages sur Sergio Leone sont publiés actuellement, ainsi qu'un livre d'entretien avec Ennio Morricone, intitulé Ennio Morricone, Ma musique, ma vie, édité chez Séguier. Des entretiens que le compositeur a partagé avec Alessandro De Rosa, un compositeur lui-même. Le livre devrait donc ravir les mélomanes et les amateurs de musique, car Morricone décortique en détail ses compositions, la place de tel instrument, de telle sonorité. C'est un livre donc formidable pour tous les amateurs de musique. Morricone évoque évidemment son travail avec les nombreux cinéastes avec lesquels il a travaillé, français, italiens, américains, et en particulier, bien sûr, on vient d'en parler, Sergio Leone, son grand ami, pour lequel il a composé tous ses films. Ennio Morricone dit à un moment donné dans le livre que Sergio Leone adaptait sa mise en scène à sa musique, enregistrée avant le tournage. C'est un cas quasiment unique dans l'histoire du cinéma, notamment pour la scène de l'arrivée de Claudia Cardinal à la gare dans Il était une fois dans l'Ouest, une méthode très peu conventionnelle qui a donné le résultat que l'on sait. Ces musiques écrites pour Leone n'étaient d'ailleurs pas ses meilleures selon lui, mais c'est Sergio Leone qui les mettait le plus en valeur. À les réécouter, difficile de lui donner tort.
Dans les autres événements de cette fin d'année, la rétrospective Alfred Hitchcock à l'Institut Lumière jusqu'au 12 février 2019. Plus de 40 longs métrages, presque toute la filmographie en fait du cinéaste est proposée avec des films menés en ciné-concert, des rencontres, des invités qui viendront, Jean Douché, Serge Toubiana, Dominique Paillet notamment, viendront parler d'Alfred Hitchcock. On a tout dit évidemment sur Alfred Hitchcock depuis tant d'années, mais on va quand même un petit peu s'intéresser à quelques points de son œuvre qui nous semblent incontournables. D'abord, l'image de maître de suspense à laquelle on l'a trop souvent réduit, qui est rentrée dans le langage courant, une appellation donc réductrice, car l'œuvre hitchcockienne dans ses thématiques va bien au-delà du simple thriller, mais elle est juste tant le suspense chez Hitchcock est l'un des moteurs de sa création. Le suspense, il y en a partout chez Hitchcock. Dans Les Oiseaux, Tippi Hedren s'assoit dans la cour de l'école du village où l'on entend les enfants chanter. La caméra reste sur elle pendant un moment, puis elle regarde autour d'elle et voit un corbeau. Elle continue à fumer et quand elle regarde à nouveau, elle voit tous les corbeaux assemblés. La célèbre scène de La mort aux trousses où l'avion pourchasse Cary Grant dans un champ de maïs et par le choix du décor et du découpage, le contre-exemple absolu de la classique scène à suspense. Dans Le crime était presque parfait, Hitchcock filme simultanément le coup de fil du mari à sa femme et la tentative de meurtre de celle-ci. Et l'effet produit ainsi un suspense double. Le mari va-t-il réussir son coup ou sa femme va-t-elle survivre? Quant à Psychose, c'est le film de suspense à part entière. Le cinéma d'Hitchcock est avant tout visuel. Alors qu'Hitchcock avait la particularité saugrenue de ne jamais regarder dans le ton de la caméra. Les idées visuelles qui jalonnent toute sa filmographie fascinent encore. Le long travelling des enchaînés qui nous amène à la clé tant convoitée. Le meurtre qui se reflète dans le verre des lunettes de la victime dans l'inconnu Nord Express. L'inquiétant verre de lait de soupçon éclairé par un projecteur dissimulé à l'intérieur. La première apparition menaçante de Grace Kelly dans Fenêtre sur cour et le meurtre de la jeune femme dans Frenzy, filmé hors champ, alors qu'à quelques mètres, la rue grouille de gens ignorant l'horreur qui est en train de se jouer. Pour parvenir à une telle virtuosité, Hitchcock usait du véritable tour de force technique. Pour la corde, il décida de tourner le film en plan séquence de 10 minutes chacun, la durée d'une bobine de 300 mètres, en utilisant des raccords invisibles afin de masquer les coupes, un personnage qui passe devant l'objectif. L'ensemble forme un long plan d'1h45. En vogue au début des années 50, il utilise le relief anaglyphe dans Le crime était presque parfait. Pour exprimer visuellement le vertige de James Stewart dans Vertigo, Sueur froide, il inventa un système nommé le transtrave qui consiste à opérer simultanément un zoom avant et un travelling arrière. Un procédé qui sera repris plus tard par Spielberg dans Les Dents de la Mer et dans de nombreux autres films. Psychose est une expérimentation technique totale, Hitchcock tournant un long métrage de cinéma avec son équipe de télévision en filmant la célèbre scène de la douche avec 70 positions de caméra pour 45 secondes d'image. Quant aux oiseaux, les trucages de l'époque étaient révolutionnaires, surtout au niveau sonore, car les bruits électroniques des oiseaux amplifiaient la dimension fantastique du film. On reconnaît les grands cinéastes à leur obsession du détail. Chez Hitchcock, elle est omniprésente. En grand manipulateur, il savait parfaitement intégrer tel ou tel élément pour faire rebondir l'action et rendre une situation plus ambiguë. Il appelait cela « remplir la tapisserie ».
Dans La loi du silence, lorsque Montgomery Clift quitte la salle du tribunal, on voit au milieu de la foule une grosse femme assez répugnante manger une pomme dont le regard exprime la curiosité malveillante du public. Dans Vertigo, le médaillon de Madeleine sur le cou de Judy fait comprendre à James Stewart que Madeleine et Judy sont la même personne. Dans L'ombre d'un doute, la fumée noire qui échappe de la cheminée de la locomotive à l'arrivée de l'oncle Charlie, joué par Joseph Cotten, annonce la venue d'un personnage malfaisant. Et la somme de détails pour raconter un personnage. Au début de Fenêtre sur cour, la caméra glisse sur le visage de James Stewart en sueur, puis sur une table où l'on voit l'appareil photo brisé sur une pile de magazines, et sur le mur, des photos de voitures qui se retournent. En un seul plan, on apprend qui est le personnage, quel est son métier, et ce qui lui est arrivé. How's your leg? Hurts a little. And your stomach? Empty as a football. And your love life? Not too active. Anything else bothering you? Who are you? Sans conteste, Hitchcock était le réalisateur star du XXe siècle, un des très rares à être connu du grand public, non seulement à travers ses films et ses apparitions fameuses, mais aussi à travers son image publicitaire. Dès 1954, il lance la série Alfred Hitchcock présente, où sa silhouette apparaît à chaque début d'émission et dans lequel il raconte l'histoire de l'épisode à venir dans des mises en scène farfelues. Sa notoriété et son pouvoir étaient tels qu'il pouvait exiger du spectateur qu'il arrive à l'heure de la projection de Psychose, sous peine de se voir refuser l'accès à la salle. Good afternoon. Here we have a quiet little motel, tucked away off the main highway, and as you see, perfectly harmless looking, when in fact, it has now become known as the scene of the crime. This motel also has, as an adjunct, an old house, which is, if I may say so, a little more sinister looking, less innocent than the motel itself. And in this house, the most dire, horrible events took place. Le réalisateur star, maître du suspense et cinéaste virtuose, était aussi un personnage complexe, qui aimait projeter ses fantasmes à travers ses films, qui recèlent une grande part d'érotisme plus ou moins visible. Dans Les Enchaînés, le cinéaste, déjouant habilement la censure, fait durer le baiser entre Cary Grant et Ingrid Bergman pendant de longues minutes alors qu'ils sont en mouvement. De film en film, certaines images vont devenir purement sexuelles. Le dernier plan de La mort aux trousses où le train s'enfonce dans le tunnel insinue l'acte sexuel des deux amants. Mais la dimension érotique la plus bouleversante est sans conteste dans Vertigo. Hitchcock le résume merveilleusement. Tous les efforts de James Stewart pour recréer la femme cinématographiquement sont montrés comme s'il cherchait à la déshabiller au lieu de la vêtir. Par la suite, la sexualité de moins en moins suggérée éclatera dans Psychose, Pas de printemps pour Marnie et Frenzy, où elle prend une tournure déviante et pathologique. Le sexe et la mort seront inextricablement mêlés, comme le proclamait Truffaut dans une formule désormais célèbre. Toutes les scènes d'amour sont filmées comme des scènes de meurtre et toutes les scènes de meurtre sont filmées comme des scènes d'amour. Les actrices, objets des fantasmes et frustrations hitchcockiens, ont connu tour à tour différents profils. Les jeunes demoiselles qui vont découvrir la perte de l'innocence, Tirzah Wright dans L'ombre d'un doute, les meneuses au tempérament affirmé, Tallulah Bankhead dans Lifeboat, Ingrid Bergman et Grace Kelly, les deux images de la femme hitchcockienne tantôt séductrice, tantôt fragile, et la femme objet, Tippi Hedren dans Les oiseaux et Pas de printemps pour Marnie. Pour l'anecdote, Hitchcock avait pensé à Vera Miles pour jouer Madeleine dans Vertigo. Enceinte, l'actrice dut La mort dans l'âme décliner. Hitchcock choisit à contre-cœur Kim Novak. L'histoire du film et du tournage se confondent alors étrangement. Un metteur en scène oblige une actrice de remplacement à imiter l'actrice initialement choisie. I'm not mad. I don't want to die. There's someone within me and she says I must die. Oh, Scotty, don't let me go. I'm here. I've got you. I'm so afraid. Don't leave, Mom. Stay with me. All the time.
La Fondation Pathé propose pendant les fêtes de Noël de se plonger dans la magie des films des frères Lumière du 22 décembre au 8 janvier 2019 en collaboration avec l'Institut Lumière de Lyon. Un programme fascinant donc que propose la Fondation à ses spectateurs. Alors évidemment c'est un véritable témoignage de la fin du 19e siècle, à partir de 1895, l'invention du cinématographe, il y a déjà 124 ans maintenant. Les frères Lumière donc vont tourner de très nombreux films à partir donc de la fin du 19e siècle. Pendant des années, ils vont capter des images à travers toute la France, dépassant même les frontières pour traverser le monde. Impensable auparavant, les Français sont ainsi les témoins du couronnement du tsar Nicolas II de Russie. Des opérateurs sont même formés pour manipuler l'appareil de prise de vue. Et puis des reporters vont se faire connaître, notamment Gabriel Vert, qui entraîne les premiers mouvements de caméra pour créer des images complètement dépaysantes, des images assez fascinantes qui étaient déjà à l'œuvre dans la très belle exposition sur les frères Lumière il y a quelques temps. Donc c'est une très belle programmation. On pourra y découvrir la France de Lyon à Paris, la famille, les enfants, les animaux, un monde nouveau, la France qui voyage, des séances spéciales aussi qui se tiendront à l'ouverture du cycle le samedi 22 décembre. Une très belle programmation donc à découvrir à la Fondation Jérôme Sédou Pathé jusqu'au 8 janvier. À la Cinémathèque française, la rétrospective Elia Kazan qui se poursuit jusqu'au 2 janvier. D'origine grecque, Elia Kazan émigre aux États-Unis avec sa famille quand il était enfant. Il fut d'abord un metteur en scène de théâtre durant les années 40 et 50, adaptant les pièces de Tennessee Williams et Henry Miller avant d'entamer sa carrière de cinéaste avec Le Lys de Brooklyn en 1945. Le Mur invisible qu'il réalise en 1947 avec Gregory Peck est l'un des premiers longs métrages à aborder frontalement l'antisémitisme. Le cinéma de Kazan portera alors une couleur sociale et politique revendiquée, que ce soit en filmant la mainmise de la mafia sur les dockers new-yorkais dans Sur les quais ou la dérive des médias dans Un homme dans la foule. Kazan, fondateur de l'Actors Studio, fut un très grand révélateur d'acteurs. Le premier d'entre eux, c'est bien sûr Marlon Brando, qui trouvera certains de ses plus grands rôles chez Kazan, de Sur les quais à Viva Zapata en passant par Un tramway nommé Désir, ainsi que James Dean, immortalisé à jamais dans À l'Est d'Éden. Kazan, c'est aussi bien sûr le cinéaste controversé qui dénonça certains de ses camarades communistes lors de la terrible chasse aux sorcières du sénateur McCarthy, une image à jamais ternie pour une partie du monde du cinéma qui n'acceptera pas de se lever pour lui rendre hommage lors de la remise de son Oscar d'honneur des mains de Martin Scorsese et Robert De Niro. Après les fastes années 50 et 60, Elia Kazan quittera progressivement le chemin des plateaux jusqu'à son dernier film, Le Dernier Nabab en 1976, œuvre mélancolique inspirée de la vie du célèbre producteur Evin Thalberg, qui ressort également dans les salles le 12 décembre. 824, take 5. Action! Which one, Monroe? Take 6. But there's not a $2 million gross in the country right now. Don't forget, we're in the middle of a depression. I know that. How do you think I look on the screen? You're going to be beautiful. Let's do it again. Isn't she a terrible bitch? You can't handle it. I mean, we both came from nowhere, from nothing, right? Right. This is America. Look at this office. Look at you. I'm dangerous. Watch your step. I heard you were writing a script. Here it is. I suppose the girls are all after you to put them on the screen. They've given up. I don't think that I have more brains than a writer. I just think that his brains belong to me. Sure you do. Do you ever go to the movies? Should I? Millions of people do. Why? Because movies are necessary to them. I give them what they need. What do you need? It's my life. Star! Star, I want copyright protection for the scene I just wrote. I found the drunken writer and the producer! Et toujours à la Cinémathèque, citons également la rétrospective consacrée à l'acteur James Caan en sa présence du 5 au 17 décembre. On pourra notamment redécouvrir les films phares de la carrière du comédien, évidemment Le Parrain de Coppola, mais aussi Rollerball de Norman Jewison, Le Solitaire de Michael Mann,
Misery, bien sûr, de Rob Reiner ou encore The Yards de James Gray. Une très belle programmation donc à découvrir en sa présence. Du côté des ressorties, débutons avec Les Chasses du Comte Zaroff, co-réalisé par Irving Pichel et Ernest Schoedsack, réalisé en 1932, qui ressort le 5 décembre en version restaurée. Film interprété par Leslie Banks, Joel McCrea et Fairway. Un rescapé d'un naufrage trouve refuge sur une île habitée par le mystérieux comte Zaroff, qu'il recueille dans son immense manoir isolé. Il y trouve un homme et sa sœur, également recueillis par le comte, qui le mettent en garde à propos des manigances de Zaroff. Ernest Schoedsack sortira avec son complice Marianne Cooper, le fameux King Kong bien sûr, avec Fairway déjà en vedette. À noter que les deux films ont été tournés simultanément dans les mêmes décors de forêt. Les Chasses du comte Zaroff est un film qui a eu un peu de mal à se monter au départ, avec le soutien du producteur David O. Selznick. Schoedsack et Pichel proposent ce petit film d'aventure à l'air chaos qui finit par accepter sans grand enthousiasme. Alors en le revoyant aujourd'hui, on peut constater que l'interprétation assez théâtrale des acteurs a plutôt mal vieilli, mais on demeure toujours happé par l'ambiance envoûtante du film et ses décors impressionnants, la jungle épaisse et son enchevêtrement de broussailles, les marécages embrumés et la demeure gothique de Zaroff qui ont inspiré par la suite de nombreux cinéastes. Et puis ce personnage fascinant, sadien dans son cruel raffinement, qui, lassé des gibiers courants, attire les naufragés sur son île afin de les chasser, une métaphore de notre propre animalité, très audacieuse pour l'époque, dans laquelle l'homme demeure le prédateur absolu. Welcome to my poor fortress. I am Count Zaroff. Here on my island, I hunt the most dangerous game. Only after the kill does man know the true ecstasy of love. God made some men poets, some he made kings, some beggars. Me he made a hunter. Oh, what are they going to do? I'm going to be hunted. Oh no, Miss Trowbridge. Outdoor chess. C'est arrivé demain de René Clair, réalisé en 1944, sort le 12 décembre en version restaurée avec Dick Powell, Linda Darnell et Jackie Hockey. Dick Powell interprète un journaliste new-yorkais qui reçoit chaque jour de façon inexplicable le journal du lendemain. Il profite de la situation et coiffe sur le poteau des scoops de tous ses confrères, jusqu'au jour où il découvre son nom dans la rubrique nécrologique. René Clair avait quitté la France en juin 1940 et s'était exilé à Hollywood où il réalisa en tout 4 longs métrages, dont ce film, C'est arrivé demain. Les droits de l'histoire étaient détenus à l'origine par Frank Capra et venaient d'être repris par Arnold Pressburger qui confia alors l'écriture du scénario à René Clair et Dudley Nichols. Ce n'est pas d'ailleurs surprenant que Capra ait à un moment donné voulu réaliser ce film, tant il ressemble à certaines de ses œuvres dans le ton, dans le style aussi. Une production plutôt modeste pour l'époque, mais C'est arrivé demain, sans être un chef-d'œuvre du genre, demeure un savoureux divertissement porté par l'abattage de ses comédiens et le charme gracieux de Linda Darnell. Et on termine dans les airs, c'est le cas de le dire, avec Y a-t-il un pilote dans l'avion, co-réalisé par Jim Abraham, David et Jerry Zucker, réalisé en 1980, qui ressort le 26 décembre avec Robert Hayes, Julie Haggerty et Leslie Nielsen. Un des films les plus joyeusement débiles de l'histoire du cinéma, une parodie hilarante rentrée au panthéon du genre, un sommet de nonsense avec ses gags en tout genre et ses situations cinéphiles improbables. On ne se lasse pas de ce voyage catastrophe en totale roue libre où toutes les énormités sont permises, qui a influencé de nombreux comiques après, on pense notamment aux nuls qui l'ont souvent revendiqué. Et le film est aussi la révélation tardive de l'un des acteurs sérieux les plus drôles d'Hollywood, Leslie Nielsen, qui triomphera quelques années plus tard dans le costume de l'inspecteur Frank Drebin de la série des Naked Gun, des Y a-t-il un flic. Encore merci et bonne chance. Roger, d'un verre. Nous avons un invité. Bonjour. Bonjour. Le commandant à vous, Monsieur Murdoch, Monsieur Basta, Monsieur Joy Hammond. Bonjour, Joy. Approche-toi, tu verras mieux. Nous avons un petit cadeau pour nos jeunes invités. Est-ce que tu aimes? Oh oui alors.
Il est chouette. Dis donc, Joey, tu avais déjà vu un cockpit? Non, monsieur, c'est la première fois que je prends l'avion. Et tu as déjà vu un monsieur tout nu? Vous ne voulez pas que je contrôle la météo? Non, Victor s'en occupe. Joey, tu as déjà été dans une salle de gymnastique? Bon, il vaudrait mieux qu'on s'en aille. Non, il n'a qu'à rester un peu si ça l'amuse. Ah oui. C'est d'accord si tu restes bien sage. Vol 209 à tour de contrôle d'Anvers. Montons à 42 000 pieds pour vol de croisière. Reprenons contact à la verticale de Lincoln. Terminé. Attends un peu, je te connais, toi. Tu es Karim Abdul-Jabbar. Tu fais partie de l'équipe de basket des Tigres de Los Angeles. Je suis désolé, mon petit bonhomme, mais tu dois confondre. Je m'appelle Roger Murdoch et je suis copilote. Non, tu es Karim, je t'ai vu jouer souvent. Mon père a une carte d'abonnement. Je crois que tu devrais retourner t'asseoir, Joey. Hein, Clarence? Mais non, il ne dérange personne, ce petit. Voyons, laissez tranquille. Très bien, mais n'oublie pas que je m'appelle Roger Murdoch et que je suis pilote. T'as la classe d'un grand joueur, mais mon père dit que tu travailles pas assez ta défense. Et il dit aussi que t'as plutôt tendance à t'endormir sur le terrain. Et qu'en dehors des mi-temps, on sent que tu fais pas beaucoup d'efforts. On dit ça. Écoute, Joey, ça fait des années qu'on me débite ce genre de conneries. Seulement la nuit, moi je suis là à me creuser les méninges. Dis à ton vieux de faire piloter ses idoles pendant 24 heures et on en reparlera. Joey, tu aimes les films sur les gladiateurs? Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter les images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange.